D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 42, étude de fonction. Et on commence sans plus attendre par voir son utilité, et tu vas devoir mettre le maximum de sérieux dans l'affaire pour ne pas planter tes années lycée. C'est parti. Une étude de fonction consiste à déterminer les éléments suivants. Le domaine de définition, la parité, la périodicité, les limites aux bornes du domaine de définition, le tableau de variation, les images des éventuels extrémums locaux, la convexité ou la concavité. Ces éléments sont très utiles pour déterminer, par exemple, un théorème des valeurs intermédiaires, abrégé en TVI, une équation de tangente, ou encore les équations des asymptotes éventuelles. Paragraphe suivant, l'ensemble de définitions, élément indispensable dans l'étude de fonctions, et sur lequel tu dois sans cesse te référer. Un conseil, à écrire en gros sur ta copie, et à surligner en jaune fluo. C'est parti. C'est le domaine sur lequel la fonction est définie, ou existe. Il est généralement donné en exercice mais parfois, tu vas devoir mettre tes neurones à contribution pour le déterminer. Comme j'ai déjà traité cette notion, toutes les informations nécessaires se trouvent dans l'atelier MAN #040, intitulé « Domaine de définition ». Le lien est en description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Paragraphe suivant, la parité d'une fonction. Qu'est-ce donc que cette bestiole ? Ce n'est pas comme la parité d'un nombre, même s'il existe des fonctions paires et impaires, mais tu verras que c'est facile à comprendre. C'est parti. La parité permet de simplifier l'étude de fonctions en n'utilisant qu'une partie du domaine de définition. Voici quelques propriétés à connaître sur les fonctions paires et impaires. Toute fonction constante est paire. Toute fonction paire est monotone sur son ensemble de définition est constante. La seule fonction qui soit à la fois paire et impaire est la fonction nulle, d'équation y égale à 0. La somme ou la différence de deux fonctions paires est paire. La somme ou la différence de deux fonctions impaires est impaire. La parité suit, pour le produit ou le quotient, la règle des signes, entre guillemets, ce qui implique que tout produit ou quotient de deux fonctions paires est une fonction paire, comme plus par plus qui donne plus. Tout produit ou quotient de deux fonctions impaires est aussi une fonction paire, comme moins par moins qui donne plus. Tout produit ou quotient d'une fonction paire par une fonction impaire est une fonction impaire, comme plus par moins qui donne moins. La dérivée d'une fonction paire dérivable est une fonction impaire. La dérivée d'une fonction impaire dérivable est une fonction paire. La composée de deux fonctions impaires est impaire. La composée g rond f d'une fonction paire notée g, avec une fonction impaire notée f, est une fonction paire. La composée g rond f d'une fonction quelconque notée g, avec une fonction paire notée f, est une fonction paire. Certes, c'est bien beau tout ça, mais comment déterminer la parité d'une fonction ? J'y viens, un peu de patience, jeune padawan. Une fonction est paire si f de moins x est égal à f de x, ou que la courbe admet l'axe désordonné comme axe de symétrie. Un petit exemple pour illustrer le propos. Soit la fonction f de x égale à cosinus de x. F de moins x est égal à cosinus de moins x, qui par définition est égal à cosinus de x, soit f de x. De ce fait, la fonction est paire. Et c'est visible sur la courbe que j'affiche sur ton écran, l'axe désordonné est bien un axe de symétrie pour la sinusoïde. Et si elle n'est pas paire, elle est impaire ? Oui, et non. Tu vas comprendre. Une fonction est impaire si f de moins x est égal à moins f de x, ou que la courbe admet le centre du repère, noté O, comme centre de symétrie. Un petit exemple pour illustrer le propos. Soit la fonction f de x égale à x au cube moins x. F de moins x sera égal à moins x au cube moins x, ce qui donne moins x au cube plus x. Possibilité de mettre en facteur le signe moins, ce qui donne moins x au cube moins x, soit moins f de x. De ce fait, la fonction est impaire. Et c'est visible sur le graphique que j'affiche sur ton écran, le point où est bien un centre de symétrie pour la courbe. Je rappelle que pour avoir la symétrie centrale, il suffit de prendre un point de la courbe, de tracer une droite passant par le centre de symétrie et de reporter la même distance de l'autre côté.
comme schématisé en vert sur le graphique. Néanmoins, si f de moins x est différent de f de x, ou f de moins x différent de moins f de x, si la courbe n'admet aucun axe de symétrie, ni aucun centre de symétrie, la fonction sera ni paire, ni impaire. Un petit exemple ésotérique s'affiche sur ton écran, et tu peux constater qu'elle coche tous les critères. Paragraphe suivant, la périodicité, qui va surtout concerner les fonctions trigonométriques, et comme elles sont au programme de terminale en 2025, et que ça risque fort de disparaître dans les années à venir, autant que je te glisse un mot là-dessus tant que c'est autorisé. C'est parti. Une fonction est capi-périodique, avec k1 réel, si f de x plus capi est égal à f de x. La périodicité d'une fonction permet de n'étudier les variations que sur une portion de l'intervalle de définition, ce qui facilite grandement le travail. Soit la fonction f de x égale à cosinus de x. Son domaine de définition est l'ensemble complet des réels, mais ça, tu le savais. En calculant f de x plus de pi, tu auras cosinus de x plus de pi, par définition égale à cosinus de x, donc f de x. La fonction est donc de pi périodique. Au lieu de faire l'étude de la fonction sur son domaine de définition complet, l'ensemble des réels, on peut le faire sur un intervalle restreint, d'écart de pi, comme les intervalles 0, 2 pi, moins pi, pi, ou pi, 3 pi, par exemple. Paragraphe suivant, les limites de fonctions, qui sont étroitement liées au domaine de définition, et qui sont à chaque fois demandées en devoir surveiller. C'est parti. Elles permettent de donner le comportement de la courbe quand elle se rapproche d'une éventuelle valeur interdite, ou au voisinage de l'infini. Comme j'ai déjà traité cette notion, toutes les informations nécessaires se trouvent dans l'atelier MAN #041, intitulé « Limite de fonction ». Le lien est en description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Paragraphe suivant, le tableau de variation, qui synthétise à lui seul toute l'étude de fonctions en regroupant certains éléments indispensables, comme les extrémums locaux, les limites, mais surtout, le domaine de définition. C'est parti. Pour déterminer les variations de la fonction sur son domaine de définition, il suffit de déterminer le signe de sa dérivée. Comme j'ai déjà traité cette notion, toutes les informations nécessaires se trouvent dans l'atelier MAN #032, intitulé « Fonction dérivée ». Le lien est en description. Catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot. Paragraphe suivant, la position relative de deux courbes, de plus en plus rare dans les énoncés, mais d'une importance capitale en terminale lors de calcul d'intégrale. C'est parti. Pour déterminer la position relative de deux courbes, il suffira de déterminer le signe de leur différence. Si f de x moins g de x est strictement positif, alors f de x strictement supérieur à g de x, ce qui entraîne que cf sera au-dessus de cg. Si f de x moins g de x est strictement négatif, alors f de x strictement inférieur à g de x, ce qui entraîne que cf sera au-dessous de cg. Petite illustration avec deux courbes, cf en rouge, cg en bleu. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, comme cf est au-dessus de cg, f supérieur à g. Puis sur l'intervalle moins 1, 1, cf au-dessous de cg, donc f inférieur à g, et ça s'inverse sur l'intervalle 1, 3, pour une nouvelle fois s'inverser sur l'intervalle 3, plus l'infini. Pas plus compliqué. Paragraphe suivant, la convexité et la concavité. Pourquoi, comment, et surtout pour quelle utilité? C'est ce que tu vas apprendre tout de suite donc, c'est parti. Fonction convexe. Une fonction f, définie, dérivable, donc continue, sur un intervalle noté i, est convexe sur ici sa représentation graphique est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Ça, c'est la définition de terminale que tu dois apprendre, mais il en existe une autre, celle où la courbe sera en dessous de ses séquentes, c'est-à-dire les segments qui relient deux points distincts et quelconques de la courbe, comme tu peux le voir sur la petite illustration en bas de page. Fonction concave. Une fonction f, définie, dérivable, donc continue, sur un intervalle noté i, et concave sur ici sa représentation graphique est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes. Ça, c'est la définition de terminale que tu dois apprendre, mais il en existe une autre, celle où la courbe sera au-dessus de ses séquentes, c'est-à-dire les segments qui relient deux points distincts et quelconques de la courbe, comme tu peux le voir sur la petite illustration en bas de page. Mais d'un point de vue analytique, comment déterminer si la fonction est concave ou convexe? Voici un petit tableau pour organiser les notions essentielles afin de ne jamais te tromper. Première notion, le signe de la dérivée seconde,
la dérivée de la dérivée, qui sera notée f seconde, et pas f'' comme je l'entends trop souvent. Si elle est positive, fonction convexe, si elle est négative, fonction concave. Seconde notion, les variations de la fonction dérivée, notée f'. Si elle est croissante, fonction convexe, si elle est décroissante, fonction concave. C'est logique, tu sais que le signe de la dérivée indique la variation de la fonction. Si positive, fonction croissante, si négative, fonction décroissante. Or, la dérivée seconde est la dérivée de la fonction dérivée, donc si f seconde positive, f' croissante, et si f seconde négative, f' décroissante. Troisième notion, les variations du coefficient directeur de la tangente à la courbe. Si croissant, fonction convexe, si décroissant, fonction concave. C'est logique, je te rappelle que le coefficient directeur de la tangente est le nombre dérivé, donc directement relié à la variation de la fonction dérivée. Dernière notion, la forme graphique. Pour la convexe, tu auras une courbe décroissante croissante, pour la concave, une courbe croissante décroissante. Mais tu peux aussi avoir une portion de ces courbes donc, mémorise-les bien pour ne jamais te tromper. Dernière information que je dois te livrer, le point d'inflexion, le point où s'opère un changement convexe-concave, ou concave-convexe, d'une courbe définie sur son intervalle. Ce point, noté généralement grand I, aura pour coordonnées xi, yi, avec f seconde de xi égale à 0, et yi égale à f de xi. Pour terminer, je t'affiche ce tableau qui permet de rassembler le signe de la dérivée seconde, les variations de la fonction dérivée, et la convexité-concavité de la fonction, ainsi que son point d'inflexion. À faire de même sur la copie en devoir surveiller si l'occasion se présente, et elle se présentera, je peux te l'assurer. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #042, étude de fonction, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.